C'est une chose impensable qui a eu lieu ce mois au Japon, le premier salon de défense et d'armement. 12 industriels japonais et les forces d'autodéfense étaient présents pour exposer sous-marins, porte-hélicoptères et systèmes radars. Une preuve supplémentaire qu'un vent militaire souffle bien sur l'archipel nippon. Le salon coïncide également avec un vote par le Parlement japonais d'une série de lois qui pourraient permettre aux forces d'autodéfense nippones de participer à des interventions militaires à l'étranger, notamment pour permettre d'apporter un soutien logistique et militaire à l'armée américaine en mer de Chine. Résolument pacifiste depuis sa capitulation en 1945, les tabous militaires semblent pourtant tomber les uns après les autres au Japon. Le gouvernement conservateur avait déjà levé l'interdiction d'exporter des armes. Marie Linton, Guillaume Bression. Trompettes, tambours et clairons, des accords guerriers s'élèvent sur le Japon. Au son de la fanfare de la marine japonaise, le pays accueille pour la première fois un salon international de défense. Bienvenue au MAST, un forum dédié à la sécurité maritime et à la défense en banlieue de Tokyo. Nous voulions venir ici depuis des années, mais maintenant qu'il y a de nouvelles lois de défense au Japon, les exposants partagent clairement cet engouement. On doit aller là où les exposants veulent qu'on aille. Un salon dédié à l'armement, voilà qui détonne dans un pays résolument pacifiste. Mais depuis avril 2014, le Japon a nettement assoupli l'interdiction d'exporter des armes. Les industriels japonais, qui se contentaient d'équiper les forces d'autodéfense nippones, peuvent maintenant espérer décrocher des contrats à l'étranger. Le sous-marin Soryu, développé par Mitsubishi Heavy Industries, suscite déjà les convoitises. On est très heureux de pouvoir vendre nos produits à l'étranger maintenant que l'interdiction d'exporter des armes a été assouplie. L'Australie, par exemple, s'intéresse beaucoup à notre sous-marin et nous sommes en train de lui en présenter les caractéristiques et de discuter. Le Japon fait ainsi son entrée dans le marché de l'armement mondial, car malgré son pacifisme, l'archipel n'a pas attendu pour développer des équipements militaires. D'après ce qu'on sait, en particulier par nos contacts directs avec l'industrie japonaise, ils ont un très bon niveau. Et il y a certainement beaucoup de domaines où ils n'ont pas fait les efforts de recherche et de développement nécessaires et où justement on peut envisager des coopérations croisées probablement entre leur industrie et l'industrie française ou l'industrie européenne en général. Depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2012, le Premier ministre conservateur agit au pas de charge pour organiser le renouveau militaire du Japon. En plus d'assouplir les exportations d'armes, Shinzo Abe a augmenté le budget militaire et entend désormais pouvoir envoyer des troupes à l'étranger aux côtés de ses alliés, en premier lieu les États-Unis. Une révolution pour un pays qui avait renoncé à la guerre depuis la Seconde Guerre mondiale, un principe fondamental inscrit dans sa constitution. Le Japon est toujours resté en retrait et n'agissait pas. C'est comme cela qu'il voyait le pacifisme. Ce que prône aujourd'hui le Premier ministre Shinzo Abe est un pacifisme actif, où le Japon participe activement à l'effort international pour la paix. Parlementaire socialiste, Mizuho Fukushima est en première ligne contre ce pacifisme actif et contre la réinterprétation de la Constitution défendue par Shinzo Abe. Elle affûte ses armes contre les projets de loi de défense qui ont été soumis au Parlement la semaine dernière. Cette série de lois doit permettre au Japon d'aider militairement un allié et d'approvisionner les États-Unis en munitions n'importe où sur la planète. Pour l'élu, Shinzo Abe est tout simplement en train de se placer au-dessus des lois et de la Constitution. Shinzo Abe veut réinterpréter la Constitution avant même de la réviser selon la procédure légale. D'autre part, il a pris des engagements en matière de défense auprès des États-Unis. Et seulement après, il fait passer des lois qui correspondent au Parlement. C'est du n'importe quoi et c'est clairement antidémocratique. Aujourd'hui, en plein centre de Tokyo, Yuji Kato se prépare à défiler pour défendre le pacifisme japonais. Pour lui, le combat ne fait que commencer. Shinzo Abe explique que ces lois veulent défendre la paix. Mais on ne fait pas la paix dans ce monde ni au Japon en participant à la guerre. C'est ce que j'ai écrit sur cette pancarte. Cet étudiant de 22 ans rejoint une arène de 3000 personnes. Les rassemblements comme celui-ci se multiplient en ce moment au Japon.
Je suis allé à Nagasaki le jour de l'anniversaire de la bombe atomique. J'ai ressenti l'horreur de la guerre. Maintenant, Shinzo Abe met le Japon dans une situation dangereuse. Si on n'élève pas la voix, il va tout changer. L'opinion est extrêmement divisée sur l'expansion du rôle des militaires japonais. Les sondages montrent des résultats contradictoires. Les opposants et les défenseurs sont au coude à coude. Ne laissez pas Abe entraîner le Japon dans la guerre. Mais la colère des manifestants ne risque pas d'empêcher le vote des lois de défense, car le Premier ministre bénéficie d'une large majorité au Parlement. Plus qu'un changement, c'est une évolution importante pour les Japonais. En cause, le contexte régional marqué par des conflits de souveraineté avec ses voisins. Le pays est confronté à un regain de tensions, notamment en mer de Chine. Ce carrefour de routes maritimes est vital pour le commerce mondial et recèle de réserves d'hydrocarbures très convoitées. Avec plus de 300 000 km de côte et plus de 4000 îles, l'archipel ne peut en aucun cas se permettre de subir une humiliation militaire. Résultat, le pays remet sa défense à plat, organise sa montée en puissance et s'apprête à renégocier ses alliances. Depuis l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir fin mai 2014, les premiers signes de la reprise économique indienne se font sentir. L'inflation a été enrayée, passant de presque 10% en février 2014 à 5,1% en février 2015. L'indice boursier indien a dépassé pour la première fois les 8000 points. Surtout, le taux de croissance a bondi de 1 point en un an, passant de 4,7% à 5,7% entre 2014 et 2015. Beaucoup attribuent cette reprise économique à la politique pro-business de celui qui se présente comme le PDG de l'Inde. Son programme économique majeur qu'il ne cesse de vanter à l'étranger, le Make in India. S'il est un domaine où le nouvel homme fort de l'Inde n'a pas fait preuve de timidité, c'est la marginalisation des ministres au profit d'un tout-puissant bureau de Premier ministre. Enquête de Constantin Simon sur Abitandon, Mandakini Gallo et Cyril Charpentier. 15 août dernier, jour de l'indépendance indienne. Le nouveau Premier ministre, Narendra Modi, lance le programme phare de son gouvernement. 3 mots magiques repris en chœur par les plus grands PDG du pays dans un clip promotionnel. Le but, attirer les capitaux étrangers pour industrialiser le pays et créer une Inde moderne. Une communication bien rodée. Dites les dragons asiatiques, voici le lion indien. Mais en quoi consiste exactement la politique de Narendra Modi en faveur des entreprises ? Pour changer la face de l'Inde, ce petit bureau est seulement 6 fonctionnaires qui répondent 24 heures sur 24 aux questions des investisseurs. Depuis la création de cette cellule, nous avons déjà répondu à plus de 7800 requêtes. Beaucoup concernent la législation immobilière, les politiques en place et des informations spécifiques telles que les joint ventures. Au-delà du standard téléphonique, tapis rouge pour les hommes d'affaires étrangers, comme cet industriel japonais qui veut fabriquer des rickshaws pour le marché indien. Il compte sur l'aide de Make in India pour accélérer les négociations. J'aimerais produire localement les batteries et les chargeurs en m'associant avec une entreprise indienne. Dans 3 ou 4 mois, nous pourrons commencer nos opérations et la distribution de nos produits. Oui, je suis très confiant pour notre succès en Inde. En 2017, selon la Banque mondiale, la croissance de l'économie indienne va dépasser celle de la Chine. Pourtant, aujourd'hui, seul 17% du PIB est produit par l'industrie. La moitié de la population, 600 millions d'Indiens, vit de l'agriculture. Un marché qui a poussé Limagrain, géant français de la semence, à venir cultiver et vendre ses produits en Inde, malgré les obstacles. Tu es sûr qu'on a mis assez d'eau ? C'est assez difficile de travailler au quotidien en Inde parce que tout est complexe. L'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, la réglementation en général, l'administration, c'est très compliqué. On a un pays fédéral avec des lois différentes par État. Des problèmes que le Premier ministre indien a promis de résoudre. Pour attirer les entreprises étrangères, il veut moderniser les infrastructures et créer des parcs technologiques, comme celui que Limagrain a rejoint il y a 1 an.
Concrètement, aujourd'hui, on est plutôt dans la définition d'un projet et dans des intentions. Après 9 mois, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment des éléments tangibles à justifier, mais en tout cas, on sent qu'il y a une prise de conscience générale, qu'il y a une volonté générale. L'exemple que Narendra Modi veut suivre, celui de la Chine, devenue dans les années 90 l'usine du monde. Mais la conjoncture économique mondiale n'est pas aussi favorable. L'Inde manque d'infrastructures et la concurrence internationale est rude. En novembre dernier, le gouvernement n'a pas pu empêcher le groupe finlandais Nokia de délocaliser son immense usine de Chennai au Vietnam. De ce symbole du Make in India, il ne reste aujourd'hui que des panneaux et des ouvriers qui commandent des emplois dans les entreprises voisines. Avec les intérimaires et les sous-traitants, ça fait plus de 10 000 travailleurs qui se sont retrouvés au chômage. Nous n'avons plus de revenus réguliers et nous vivons de petits boulots au jour le jour. C'est désespérant. Pour les anciens membres du syndicat de Nokia à Chennai, il ne faut pas suivre l'exemple de la Chine, qui profite des conditions de travail précaires et des salaires de misère. Ils nous ont proposé de travailler autre part, mais ils ne prennent qu'un ouvrier sur 10. Le nouveau projet Make in India, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le pays. Mais si le gouvernement ne favorise que les entreprises, ce programme sera un échec. Il faut qu'il garantisse le droit des travailleurs indiens. Contrairement à la Chine, l'Inde est une démocratie. Narendra Modi devra donc négocier avec la société civile. Il lui reste 4 ans pour réussir son pari. L'ampleur réelle de la reprise en Inde demeure malgré tout modeste. Un problème majeur tient à l'échec de la relance de l'investissement privé. La distribution de crédits bancaires augmente à un rythme incroyablement faible de 3 à 4% contre plus de 20% il y a quelques années. Narendra Modi a multiplié les effets d'annonces, programme de 100 villes intelligentes, un concept encore flou et peu financé, ouverture de dizaines de millions de comptes en banque pour les populations défavorisées, mais qui demeurent majoritairement inactifs. Restez sur notre antenne, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.